Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et encore merci de la confiance sans cesse renouvelée à ce programme qui, ma foi, retient l'attention du plus grand nombre, j'ai envie de dire avec beaucoup de précision et avec beaucoup de grandiloquence, toutes les générations. Vous êtes toujours les bienvenus sur TV+, et dans Les choses du pays, un programme qui va au fond du détail et qui vous présente clairement les situations telles qu'elles sont vécues dans notre pays. Nous les vivons à Libreville comme à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de l'intérieur du pays, notamment la province du Wellington. Il faut préciser que nous serons dans la zone de Mimvoul et pour parler simplement de l'évéaculture qui doit nécessairement, selon certaines langues, voir le jour dans sa culture et dans sa faisabilité au niveau de Mimvoul, mais également au niveau de Bikondom, à quelques encablures de là. Nous allons nous entretenir dans la rubrique en toute sincérité avec l'honorable Bertrand Zibi Abégué qui se fera le plaisir de répondre à quelques-unes de nos questions, questions qui peuvent être considérées comme des préoccupations pour beaucoup d'entre vous. Monsieur Bitégué ne sera pas en reste. À toutes et à tous, bienvenue. Voici la rubrique en toute sincérité. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de nous joindre à partir du numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour une meilleure audition, je me permets de vous le reprendre. 07 19 70 05, c'est votre émission qui commence et nous sommes dans la rubrique en toute sincérité. Monsieur Bitégué, bonjour. Bonjour, monsieur Koga. Vous m'avez l'air un peu fatigué. Non, pas du tout. Tout à fait en pleine réflexion parce que le sujet que nous allons aborder est un sujet capital, je dirais même vital, pour les populations de cette zone du Wellington qui ne trouvent pas la nécessité, selon la majorité de cette population, de voir à nouveau une culture qui n'apportera véritablement pas du plaisir, je dirais même de la richesse propre à cette province et ne pourra pas faire bénéficier la population du Wellington et de Bikondom des retombées. Bon, nous constatons que depuis un certain temps, M. Koga, ce sujet devient le cheval de bataille d'un élu de cette partie du Gabon. Il s'agit bien entendu de l'honorable Bertrand Zibi Abégué, qui aujourd'hui se présente comme un iconoclaste dans sa classe politique, parce que, il faut le souligner, pendant que le gouvernement qui est dirigé par le Parti démocratique gabonais soutient mordicus à la culture, l'évéaculture dans cette partie du Gabon. L'honorable Bertrand Zibi Abégué, lui, se fait le relais de sa population, de ses électeurs, en disant niet au projet OLAM. Bon, maintenant, comme vous le dites le plus souvent, il faut que le narrateur d'une vête lui-même soit là pour mieux nous expliquer. Voilà, justement, il faut le repréciser, l'épopée vête et agréable à écouter, surtout lorsqu'elle sort de la bouche du conteur. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Harley Boris Ekoba. Alors, encore merci de nous avoir accepté cette interview. C'est pas souvent évident qu'on peut mettre la main sur vous quand on sait la pile de dossiers que vous gérez au quotidien. Effectivement, je vous retourne ces remerciements de l'honneur que vous me faites aujourd'hui, de pouvoir une fois de plus parler de cet épineux problème au nom des populations de Mimvoul et celles de Bikondom également, parce qu'elles se sont définitivement jointes pour ne parler que d'une seule voix. Effectivement, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et je dirais même peut-être à juste raison, parce que les populations qui m'ont fait l'honneur de me confier un mandat en m'envoyant à l'Assemblée nationale ont placé en moi deux espoirs. Le premier étant de parler en leur nom, en toute âme et conscience, et le second principalement étant de défendre mordicus leurs intérêts. Et lorsque ces populations voient leurs intérêts menacés, je me dois de monter au créneau, de monter au front,
de parler en leur nom. Et vous verrez lors de ce débat que ce n'est plus qu'une seule affaire des populations de Mivoul. C'est une affaire qui va se généraliser. Regardez le Gabon dans sa généralité, parce que de plus en plus, des voix se lèvent et moi je condamne avec la dernière énergie cette émission de l'EVA Culture dans nos terres. Je n'ai, comme je le dis souvent si bien, rien contre l'investisseur Olam, tout au contraire. J'ai à plusieurs reprises discuté avec les dirigeants de cette société, plusieurs membres du gouvernement de la République, mais je continue de dire qu'en ce lieu, l'EVA ne sera vraiment pas du tout la bienvenue. Alors, honorable, vous parlez des intérêts des populations qui sont menacées. Pour le commun des mortels, on aimerait naturellement savoir à quel niveau se situe justement la menace des intérêts des populations. Parce que pour certains, et ils le disent très bien, la culture de l'EVA est un projet porteur du point de vue du développement de la province, mais également sur des emplois. Lorsqu'on parle d'emploi, je vous dirais d'abord déjà sur le plan social même de la province, parce que avant d'engranger un projet, vous regardez d'abord l'aspect social, sociologique de la zone qui va être concernée. Le Wellington, dans sa généralité, est une province à vocation agricole. Initialement, le Wellington a une vocation agricole. C'est cette agriculture qui a fait du Wellington ce qu'elle est aujourd'hui, province autonome, parce que des gens avaient compris très tôt qu'il fallait qu'ils cultivent la terre, ce qu'ils ont su faire. Ils ont dompté un certain nombre de produits tels le cacao qui a fait la richesse de la province du Wellington. Mieux encore, c'est avant les indépendances, une province qui avait déjà atteint son autosuffisance alimentaire, parce que chacune des familles au Wellington cultivait sa plantation, son champ, et on pouvait nourrir nos populations, et le surplus était revendu. Donc, quand vous prenez la configuration de Mivoul aujourd'hui, mais les quelques bâtisses que vous y trouvez le sont du fait des planteurs du cacao. Et donc, c'est ce qui a fait que nous ayons un maximum de cadres, parce que leurs pères cultivaient cette culture et pouvaient envoyer leurs enfants très tôt à l'école, en Occident et un peu partout. C'est ça le socle du Wellington. Vous voyez. Donc, quand on emmène une autre plante qui est rentrée déjà, parce que l'EVA n'en est pas à ses balbutiements dans le Wellington, tout au contraire, il y a déjà eu 2 expériences d'EVA dans le Wellington. Nous avons l'expérience de Bitam, l'expérience de Minzik. Mais dans ces endroits précités, mais vous prenez depuis l'initiation des projets à aujourd'hui, vous pouvez compter sur les doigts d'une main le nombre de Gabonais qui y ont travaillé. Parce que le Wellingtonois, il est tout sauf un ouvrier agricole. Il préfère avoir son autonomie. D'ailleurs, on retrouve également cette espèce de Gabonais dans le Gabon en général. Or, lorsque EVA est arrivé, le projet il a été très mal pensé, et à l'époque, nous étions dans une époque monolithique. Donc, pensée unique, le chef a décidé, c'est comme ça. Donc, nous avons emmené EVA, mais les premiers travailleurs qui y travaillaient essentiellement étaient des Équato-Guinéens, nos frères, et des Camerounais. Une fois le boom pétrolier en Guinée équatoriale, ces derniers sont partis, laissant les plantations à l'abandon. Ce n'est qu'il y a quelque temps qu'EVA reprend SIAT maintenant, quelques Burkinabés et Maliens la plupart du temps en situation irrégulière. Et vous avez très peu de Gabonais, encore moins de Wellingtonois qui y travaillent. La même chose pour Bitam. Maintenant arrive le projet Olam, d'abord de par sa superficie. 50 000 hectares octroyés dans les terres les plus fertiles du pays. J'ai dit qu'il y a un problème. Mais, honorable, vos explications nous vont tout droit au cœur. Mais je suis tenté de vous poser cette question-là. Puisque vous avez cette réflexion, cette analyse, c'est sûr que vos pères
de l'Assemblée nationale l'ont également. C'est sûr que le Parti démocratique gabonais, qui est le vôtre, le sait. C'est-à-dire que le président de la République, chef de l'État, qui est votre ami, le sait, votre frère et votre camarade. Mais nous avons l'impression que vous nous dites qu'eux, ils ont fermé les yeux sur ces réalités macabres, même si le mot est trop fort, pour donner le beau rôle ou le beau parti à Olam, qui est un investisseur qui n'a pas la force de la parole ou de la décision dans votre pays. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je crois que vous avez parfaitement raison de souligner cet aspect, mais je vais vous refaire un petit rappel historique. Vous savez, nous sommes Gabonais. Et ce qui devrait guider toutes nos actions, ce doit être Gabon d'abord. Je vais vous donner un exemple. Lorsque, dans les années 70, le président de la République défunt Omar Bongo Ondimba envisage de construire le Trans-Gabonais. Voilà. Projet extrêmement colossal. Quelques voix se sont élevées. Ces voix-là lui ont dit, Monsieur le Président, ce projet n'est pas viable pour notre économie, n'est pas bon pour notre pays. Le président de la Banque mondiale à l'époque, Monsieur Robert McNamara, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2006, mais il avait presque des larmes aux yeux des décennies après. Pourquoi? Parce que le président de la Banque mondiale à l'époque, Monsieur McNamara, a fait comprendre au défunt président Omar Bongo que ce projet n'était pas bon pour le pays. Premièrement, qu'il va surendetter le Gabon. Deuxièmement, les sols compactés et autres, pour cette distance, n'étaient pas viables. Mais nous nous sommes entêtés. Nous avons pactisé avec le diable. Le président a défié McNamara Robert, à l'époque président de la Banque mondiale. Ou plutôt les scientifiques, les experts. Avec réunis, parce que la Banque mondiale a commis une expertise qui, avant de se prononcer, a très clairement dit, moi j'ai eu la chance en 2006, je vous le disais, d'avoir rencontré M. McNamara à Washington. Et c'est M. McNamara qui m'envoie rencontrer le président Alassane Ouattara, à l'époque directeur du FMI. Et c'est lors de cet entretien avec le président Ouattara qu'il m'a présenté à notre compatriote Baro Chambrier qui s'y trouvait à l'époque. Donc, qu'est-ce que m'a dit McNamara? Il m'a dit que ça a été une erreur monumentale. Que nous continuons à payer. Bon voilà, la dette du Trans-Gabonais s'étale jusqu'en 2022. Et mieux encore, nous n'avons encore que des éboulements sectoriels, mais nous risquons le gros des éboulements à venir. C'est plus de 6 000 milliards de francs engloutis, jetés dans l'eau. Oui, mais honorable, les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Maintenant, aujourd'hui, arrive l'investisseur Olam. Avec l'EVA. D'abord, ce qui est regrettable, ce sont ceux qui parfois négocient au nom du peuple gabonais. Nous n'en sommes que des mandataires, mais en réalité, les richesses appartiennent au peuple gabonais souverain. Est-ce que vous êtes sûr qu'il Donnez-moi une seconde. Est-ce que vous êtes sûr qu'il discute, qu'il négocie au nom du peuple? Je vais vous surprendre. Ce matin, j'ai été réveillé à 4 heures. J'ai été réveillé à 4 heures du matin. Un coup de fil provenant de Paris. Nous allons sur... je vous fais vous excuser, je vous montre rapidement quelque chose. Nous sommes sur Google. Oui. Je vais chercher plutôt RFI. RFI, l'actualité de ce matin. Oui. Et en direct, vous allez voir de quoi il ressort exactement. Voilà la connexion. Nous avons RFI de ce matin. Je vais à recherche d'RFI. Olam, je mets le mot Olam, RFI, j'envoie ma recherche. En difficulté dans la bourse? Voilà. En difficulté dans la bourse. Et ça depuis une semaine, voilà, le géant asiatique du négoce, Olam, malmené en bourse. Je vais vous lire un court extrait. Allez-y, honorable. La connexion va arriver. Ils ont perdu combien de points? 4 points? 3 points? En moins d'une semaine. Et l'article, il est
d'aujourd'hui. Donc on peut considérer qu'Olam aujourd'hui est une structure agonisante. Non seulement agonisante, mais le véritable problème aujourd'hui est que l'État gabonais s'est porté garant. Or, Olam est une structure internationale. La prudence aurait fait en sorte que l'État soit moins prenant dans ce projet, comme l'a été plusieurs autres États à travers le monde. Parce que Olam n'est pas... Est-ce que ce n'est pas, honorable, est-ce que ce n'est pas de la piraterie économique ou financière? Parce que quand un investisseur international arrive dans un pays, oui, en voie de développement, c'est l'investisseur qui apporte des capitaux. Exactement. Bon, maintenant, comment Olam multinationale vient dans un pays sous-développé comme le Gabon pour, entre guillemets, faire développer le Gabon et demande l'argent du Gabon pour investir. Mais c'est justement là où est tout le problème. Et l'État s'est mis dans ce bateau. Et je rentre de New York il y a quelques mois. Ils nous prédisent qu'après le Transgabonais, ça va être la pire des choses que nous allons avoir à vivre dans ce pays. Aujourd'hui, le Gabon est rentré dans une négoce de terre. Or, le débat mondial nous fait dire, lors du sommet de Rio, tous les sommets qui se sont faits et les dirigeants occidentaux sont en train de tirer la sonnette d'alarme en disant attention à la spéculation foncière. Vous parlez d'un français soutenu qui n'est pas accessible à tout le monde. Vous nous dites clairement que les dirigeants gabonais sont en train de vendre le Gabon. C'est ça en quelques mots. C'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai rien contre Olam. J'ai rencontré à plusieurs reprises les dirigeants d'Olam. Mais je me dois, ce n'est pas de la faute du hibou qui annonce le mauvais temps. Moi, je suis peut-être ce hibou qui annonce le mauvais temps. Je dis attention. Attention parce que nous avons l'impression d'inventer la roue. Non, elle a été inventée 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, mais honorable, vous êtes en train de nager à contre-courant de votre formation politique. Est-ce que vous n'êtes pas un député atypique? Non, je suis notre pays. Député atypique, non. Vous vous mettez à dos votre parti politique? Non, député. Qui soutient Mordicus Olam? La connexion était lente, je vous la lis. Le géant asiatique du négoce Olam malmené en bourse. L'action d'Olam a continué de chuter hier à la bourse de Singapour. Le groupe asiatique de négoce qui a débuté ses activités dans la noix de cajou en Afrique de l'Ouest est accusé par une petite société d'analyse financière américaine d'avoir maquillé ses comptes et d'être au bord de la faillite. Vous savez ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il y a ce que l'on appelle des fonds vautours. Il y a des fonds... ces fonds vautours sont plus dangereux, c'est la gangrène de la finance. Vous comprenez? Parce que les actifs d'Olam, si Olam est déclaré, si Olam international fait faillite, l'article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est RFI. Et ça ne fait que commencer. Si Olam fait faillite, mais qui est la caution d'Olam aujourd'hui? La plus importante caution d'Olam à l'extérieur est gabonaise. Donc nous avons là un problème. Vous parlez de caution. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de complicité de l'État gabonais? Oui, mais juste de l'autre côté, de caution à complicité, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont. C'est un parricide, honorable. Et c'est pourquoi, lorsque le défunt président de la République, Omar Bongo Ondimba, le même avait dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il avait résumé sa vie. Il avait résumé non seulement sa vie politique, mais mieux encore, il avait parlé, mais c'était un sage. Et quand vous revoyez le film, il est presque en train de rigoler, parce que lui se savait partant. Mais il le disait que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ne parlez pas que des dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants d'hier également, qui se retrouvent, qui ont aujourd'hui peut-être le bon rôle de parler au nom du peuple gabonais. Mais j'ai rencontré certains d'eux en d'autres circonstances. C'est pas ce que nous disons. Non, c'est ce que nous disons. Non. Ce que le peuple espérait de vous, vous les nouveaux dirigeants, ce que le peuple espérait de vous, c'est la rupture. C'est ce que Mais ce qui est dommage, c'est que ce que nous avions reproché, tout le monde a reproché à l'ancien système. Aujourd'hui, vous qui devriez faire la rupture, mais vous n'êtes que le prolongement. Que suis-je quand je dis vous, c'est votre parti politique. Le PDG, le Parti démocratique gabonais. 119 députés à l'Assemblée nationale,
n'entrons pas... 100% des ministres dans le gouvernement. Monsieur Witteguer, si vous me permettez... essayons de revenir sur... Ne nous égarons pas. Non, justement, c'est sur Hollande. C'est le gouvernement gabonais qui a fait venir Hollande, c'est le gouvernement gabonais qui finance Hollande, et c'est le gouvernement gabonais qui vend nos terres. Alors, honorable, est-ce que la rupture est difficile, sinon presque impossible pour vous? La rupture, ça ne vous y trompez pas, la rupture, elle est d'abord morale au Gabon. Ce n'est pas une question d'idéologie politique, il n'en existe pas. La preuve, il n'y a aucune frontière. Moi, j'ai eu la chance, lorsque j'ai commencé, il y a plus de 20 ans. Même encore était Ali Bongo Ndimba, André Mbaoba, Ngonga Eono, Geno Isidore et tous ses aînés. Nous avons mené dans ce pays le premier véritable combat politique après les indépendances. Le président Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui, à l'époque, n'était que député. Ils étaient sortis du gouvernement pour faute d'âge avec le ministre Mbaoba. C'est comme ça qu'ils... Une mesure taillée à leur... Si vous m'interrompez toujours... Allez-y, honorable. Allez-y, honorable. Nous allons nager dans des eaux, peut-être... qui nous amèneront à sortir du sujet. Voilà. Donc, à cette époque, ils ont dénoncé un certain nombre de choses. La principale étant les caciques qui avaient embrigadé le président de la République et qui avaient pris la République gabonaise en otage. C'est le discours simple de départ. J'ai été celui-là qui a emmené ses aînés dans tous les quartiers de Libreville et l'intérieur du pays. Et à l'époque, on vous appelait le général. À l'époque, on m'appelait le général. J'ai aujourd'hui plusieurs de mes lieutenants qui sont tant dans le gouvernement qu'à l'Assemblée nationale, j'en passe. Ce combat était noble. Mais je vous dis, vous voyez un gosse de 20 ans sorti des Mapanes, comme je le suis, affronter un Georges Rahuri qui appelait Omar Albert. Bref, c'était un combat noble. Il fallait remettre les pendules à l'heure. C'est ce combat, ce cheminement qui nous a emmenés à la conférence nationale. Moi, j'ai assisté dans les coulisses lorsque nos aînés allaient à Paris pour déjà discuter avec Mbabesol et autres. C'est des choses que nous avons vécues. C'était un combat difficile. Je vous dis, il pouvait y avoir mort d'homme à tout moment. Mais il fallait que nous disions à cette époque, trop, c'était trop. Alors, aujourd'hui, pour en venir au combat d'aujourd'hui. Moi, je continue et ne croyez pas que je m'arrête au combat de l'âme. Il y a aujourd'hui un mois, j'ai interpellé solennellement le ministre Blaise Louembe à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai gardé quand même un pied à l'extérieur. Lorsque je rentre des États-Unis, il y a un mois et demi, j'ai entendu une rumeur avec persistance aux États-Unis qui disait que le plus grand pirate de l'humanité, Mega Upload, avait trouvé asile au Gabon et s'installerait définitivement au Gabon. Mega Upload est poursuivi par la CIA, par le FBI, par le contribuable américain, parce que c'est un site de piraterie sur Internet. Il a trouvé asile au Gabon. Et la rumeur grossissait avec ampleur, au point où j'ai interpellé le ministre Blaise Louembe. Nous étions le mardi 6 novembre, solennellement à l'Assemblée nationale, pour lui dire, mais enfin, comment pouvons-nous vendre notre pays? Savez-vous les répercussions, les causes, des causes de ce que nous sommes en train de faire, ce qui va advenir du pays, du Gabon? Le système de navigation numéro 1 au monde est américain, c'est